bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct, député du Nord, président du groupe Horizon à l'Assemblée nationale, également ancien ministre des Solidarités, de l'Autonomie et de l'égalité femmes-hommes. Alors on l'a dit, le pic de chaleur est attendu pour aujourd'hui, de ce deuxième épisode caniculaire de l'été. Je voudrais vous parler, Paul Christophe, de ces trains supprimés à la SNCF, mais aussi de l'isolation thermique dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, qui est souvent obsolète, de ces milliers d'écoles qui avaient été fermées en juin lors de la première vague. Alors, que se passe-t-il en France? Pourquoi est-ce que 22 ans après la canicule de 2003, nous n'avons pas engagé les fonds nécessaires pour rénover nos infrastructures? Où va l'argent, Paul Christophe? D'abord, c'est révélateur de notre fragilité face au changement climatique. Bien qu'on n'a pas encore atteint l'évolution nécessaire bien pour déjà l'enrayer, et deuxièmement pour complètement agir face à ces effets en eux-mêmes. On ne peut pas dire que rien n'a été fait. Je pense que beaucoup de millions d'euros ont été engagés. Moi, j'en ai été un témoin privilégié finalement en tant que maire à l'époque, pour accompagner donc des évolutions vis-à-vis de nos bâtiments scolaires, vis-à-vis des hôpitaux, puisque j'ai aussi un hôpital de proximité. Pour autant, on voit bien qu'on a encore du retard et qu'il nous faut agir au plus vite pour pouvoir répondre à ces évolutions qui vont encore se manifester, soit sous le biais évidemment de pluviométrie forte, on l'avait vu dans le Pas-de-Calais il n'y a pas si longtemps que ça, soit vis-à-vis donc de fortes chaleurs comme on le voit aujourd'hui. C'est vrai que ces épisodes de canicule vont être amenés à être de plus en plus fréquents. Aujourd'hui, c'est entre 5 et 10 jours par an. Ça pourrait être jusqu'à 30 jours par an. Et si les trains ne peuvent plus rouler, on va devoir se retrouver bloqué un mois par an? Alors, c'est certainement pas l'objectif. Ça nous amène forcément à mobiliser des crédits supplémentaires. La SNCF, d'ailleurs, avait annoncé récemment mobiliser quelques milliards d'euros supplémentaires pour rénover des rails, pour les réajuster. Je pense que là, il y a besoin d'accélérer. Paul Christophe, parlons de cette lettre qui a été envoyée par le Premier ministre aux syndicats pour préparer les futures négociations sur l'assurance chômage, sachant que ce serait la 6e réforme de l'assurance chômage voulue par le gouvernement. Une lettre qui a été vertement reçue par les organisations syndicales qui prévoient déjà de bouder ces futures négociations. Le gouvernement prévoit de durcir les conditions d'indemnisation des chômeurs. Est-ce que c'est avec un nouveau tour de vis qu'on va retrouver de la productivité promise par François Bayrou? Déjà, ce qu'on peut souligner, c'est qu'il a une volonté de continuer à dialoguer avec des instances de représentation syndicale. Je rappelle qu'à l'époque, Michel Barnier avait suspendu une décision qui était prête à être promulguée par décret pour réengager le dialogue avec les instances syndicales et patronales, et qu'ils avaient abouti finalement à un accord. Deuxièmement, on a pu voir que dans le cadre de la réflexion sur les retraites, beaucoup d'éléments avaient trouvé un point d'atterrissage entre les syndicats et le patronat, et qu'il restait juste une petite clé de financement, et la porte d'ailleurs reste ouverte sur ce sujet. Donc réouvrir finalement la question du dialogue social autour de la réforme de l'assurance chômage peut avoir son sens. Donc, je pense que quand on regarde la situation de l'UNEDIC qui reste déficitaire, on se doit de se poser un certain nombre de questions, oui. Mais ça veut dire que notre taux d'activité est trop faible en France, qu'il faudrait travailler plus? Oui, c'est un secret, je pense, pour personne. Je pense qu'on regarde à ce qui se passe dans les pays voisins. Globalement, nous sommes en déficit de production, en déficit d'employabilité, et c'est très patent, notamment chez les seniors et chez les jeunes. Donc on se doit d'avoir ces réflexions-là. Mais dans la quête d'économie du gouvernement, est-ce que c'est dans cette direction-là qu'il faut aller? Est-ce que les Français seraient prêts à donner plus, alors que ça fait plusieurs années, voire des dizaines d'années, qu'on leur demande chaque année des efforts? Et là, par exemple, François Bayrou voudrait que les travailleurs renoncent à 2 jours fériés pour redresser nos finances publiques. Est-ce que les Français sont prêts à donner plus? Vous savez, chez Horizon, nous avons toujours affirmé qu'il faudra à terme travailler plus longtemps, que ce soit dans la semaine, dans l'année ou dans la vie. La France ne pourra pas préserver son modèle social ni redevenir prospère en travaillant moins que ses voisins. Donc la proposition du Premier ministre sur la question des jours fériés a le mérite de poser le débat sur le temps de travail, mais ce n'est pas, à nos yeux, la meilleure façon en tout cas de l'aborder, parce que ce sujet mérite d'être traité dans sa globalité. En gros, comment on produit plus, mieux, et comment on se finance durablement. C'est la survie de notre modèle social qui se joue aussi. Mais là, le Premier ministre nous propose de travailler plus, sans toucher davantage. Il veut aussi, dans tout un tas de mesures qu'il a proposées cet été, en pleine torpeur estivale, il veut réduire les jours de carence, il veut lutter contre la fraude sociale. Est-ce que tout ça, ça ne pourrait pas nourrir, on va dire, une défiance vis-à-vis de la classe politique de nombreux actifs ?
N'oublions pas non plus, vous avez parlé de la fraude sociale, mais aussi la fraude fiscale. Vous savez, il faut se dire les choses quand même. Notre modèle social est l'un plus protecteur au monde. Mais il repose sur un fonctionnement pensé pour le XXe siècle, et avec le vieillissement de la population, confronté à une chute de la natalité que nous connaissons, de nouvelles formes de travail, à la concurrence mondiale, nous devons l'adapter pour qu'il reste efficace et juste. Ça veut dire trouver de nouvelles manières de le financer, de le rendre plus efficace et d'investir dans ce qui garantit sa pérennité. C'est bien là la question finalement qui nous est posée. Et c'est sûr que c'est pas à coup de petites phrases qu'on va y arriver. Et alors pour se parler franchement, est-ce qu'un jour il faudra renoncer à notre modèle social ? Moi, je ne le pense pas. Mais il a été conçu après-guerre, là où il n'y avait pas beaucoup d'argent dans les caisses de l'État, et il était plutôt consacré à la reconstruction du pays. Et il reposait sur un postulat démographique, finalement. On s'est dit qu'une masse de cotisants, et donc les salariés, va financer un panel beaucoup plus faible de bénéficiaires. Or, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un déséquilibre. Je rappelle juste que l'espérance de vie moyenne en retraite en 46 était de 5 ans, elle est de 22 ans et demi aujourd'hui. On avait quasiment 4,1 cotisants pour un retraité. Aujourd'hui, on est à 1,7, on va pas tomber à 1,4. Je ne peux pas décemment vous dire dormez bien, tout va bien, qu'il faut repenser le dispositif. Bon, je vous parlais de la défiance vis-à-vis de la classe politique après notamment la censure du Conseil constitutionnel d'une partie de la loi Duplon. C'est une loi qui pourtant est passée par les instances représentatives de la démocratie. Ça a été validé par le Parlement. Désormais, Emmanuel Macron va prendre en compte les censures. Est-ce que c'est acceptable que des juges puissent ainsi, des membres du Conseil constitutionnel puissent s'insérer dans du droit législatif ? Oui, si on est en démocratie, je pense qu'en démocratie, on doit accepter les décisions du Conseil constitutionnel, qu'elles nous conviennent ou pas d'ailleurs. Moi, ce que j'observe, c'est que l'essentiel du texte a été validé. C'est ce qui compte pour nos agriculteurs. Ça démontre aussi la fragilité d'une proposition de loi lorsqu'elle émane de parlementaires, puisqu'elle n'est pas forcément assise sur la même étude d'impact que pourrait être un projet de loi du gouvernement. Ce que j'observe, c'est que du coup, on lève les obstacles qui freinaient notre projet agricole, on renforce nos filières stratégiques et on protège nos zones humides et nos ressources. Donc, pour autant, soyons lucides, interdire ici ce qu'on autorise ailleurs en Europe, c'est affaiblir nos agriculteurs et ça n'expose pas moins vis-à-vis des productions importées. Donc, il faut garder cette vigilance. Pour vous, Paul Christophe, président des députés Horizon à l'Assemblée nationale, le débat est clos sur la loi Duplon ? Sur la loi Duplon, oui, mais on n'a pas encore résolu, je pense, l'ensemble des préoccupations qu'on doit avoir au niveau agricole. Je parlais justement des produits importés sur ces règles de réciprocité. On avait beaucoup parlé à l'époque du CETA. On a parlé un peu au niveau du Mercosur. Je pense qu'on se doit aussi de protéger les populations par rapport aux produits importés qui seraient soumis finalement à des molécules que l'on s'interdit en France, tout particulièrement. Est-ce qu'il faudrait préparer un nouveau texte pour tenter de réautoriser l'acétamipride qui a été donc interdit par les membres du Conseil constitutionnel ? Sincèrement, vous savez, je pense qu'il faut déjà s'assurer de l'application et de la bonne application de cette loi. J'ai envie de dire que c'est valable pour beaucoup de lois que nous avons votées ces derniers temps. On est encore à attendre de décrets et d'arrêtés. On est parfois en surréaction par rapport à un certain nombre de sujets, alors qu'il faudrait déjà les mettre en œuvre. Vous savez, on a beaucoup parlé pendant la loi Duplon de la question de l'eau notamment. Moi, je suis allé voir l'exemple vendéen sur les réserves de substitution d'eau. On nous annonçait 30% d'évaporation. Finalement, on se rend compte que c'est entre 4 et 6%. Ils ont mis une mutualisation du prix entre ceux qui bénéficient des réserves et ceux qui n'en bénéficient pas. Et on voit l'impact positif extrême sur le marais Poitevin qui n'est plus asséché et l'effet extrêmement positif sur la biodiversité. Donc, je pense que il faut sortir là aussi parfois de l'hypocrisie et s'imprégner finalement de ce qui marche sur les territoires pour bien construire nos petits publics. Paul Christophe, pour terminer, je voudrais évoquer avec vous la situation internationale et ce rendez-vous vendredi, un sommet en Alaska entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Est-ce que le président américain peut se passer de l'Europe dans la résolution du conflit en Ukraine ? Il ne peut pas se passer de l'Ukraine, il ne peut pas se passer de l'Europe non plus. Je pense qu'il est clair que ce sont d'abord aux Ukrainiens de valider les conditions d'acceptabilité d'une paix. Et ce qu'on souhaite, une paix durable. Je pense que c'est à Volodymyr Zelensky et son peuple de se prononcer. Évidemment, puisque ça se passe aussi en Europe et que l'Europe est restée solidaire derrière l'Ukraine, l'Europe est un interlocuteur indispensable. Et comment on peut se faire une place alors à la table des négociations ? Parce que pour l'instant, Donald Trump n'envisage pas peut-être Volodymyr Zelensky, mais pas les Européens. Vous savez, Donald Trump a fait beaucoup d'annonces et elles se sont peu traduites d'effets. Donc je pense que c'est aussi
la question de la diplomatie, c'est aussi la question du rapport de force que comprend Trump en règle générale pour qu'on puisse effectivement asseoir une paix durable sur l'Europe. Merci Paul Christophe d'être venu sur Europe 1, député du Nord, président du groupe Horizon à l'Assemblée et ancien ministre des Solidarités, de l'Autonomie et de l'Égalité femmes-hommes. Merci d'être venu dans Europe 1.